Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 12e saison de Calcio Espresso, le podcast qui torréfie le calcio en français depuis l'autre côté des Alpes. Une équipe qui gagne, on ne la change pas. Donc, je suis toujours Valentina Clemente depuis Pérouse, accompagnée comme la saison passée par Cédric Canal depuis Milan. Bonjour Cédric. Bonjour Valentina, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver. Effectivement, on ne change pas une équipe qui gagne et surtout qui s'entend bien au micro. Donc voilà, on est toujours ensemble. Quelques évolutions tout de même cette saison. Vous aurez l'occasion de les entendre et de les voir au fil de ces prochaines semaines. Donc le podcast passe à un rythme mensuel avec des angles encore plus définis autour de la culture, de l'histoire, de la société, de l'art de vivre. Mais Valentina, on retrouvera aussi régulièrement tout le monde pour parler de l'actualité du calcio sur Twitch et Twitter avec des tables rondes avec nos amis et des experts pour apporter un contenu plus varié, mais surtout plus d'interaction au quotidien avec vous tous. Et pour inaugurer cette saison 2 qui conserve comme fil rouge le lien Italie-France, on a avec nous Philippe Rodier et Paolo Del Vecchio. Bonjour messieurs et bienvenue sur Calcio Espresso. Bonjour à tous. Bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour. Bonjour Philippe, donc votre livre Leonardo l'architecte du PSG sous QSI vient de sortir aux éditions Marabout et ce sera le fil rouge de ce premier épisode. Et Paolo, donc, qui a collaboré à cette biographie du directeur sportif parisien qui a aux 1000 vies, on aura l'occasion d'y revenir, et donc aussi avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Cédric. Eh bien, on va lancer cette saison 2. Et peut-être pour commencer, justement, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, comment est née votre collaboration ? Parce que donc, Paolo, donc, tu es venu dans Calcio Espresso la saison passée pour parler de la Squadra da Sport et de tous tes projets qui allient le foot et l'art. Philippe, toi, de ton côté, tu en es à ton 4e livre. Donc, comment vous vous êtes retrouvés autour de cet ouvrage consacré au directeur sportif parisien ? C'est une très bonne question, ça me fait plaisir d'y répondre. En fait, j'étais journaliste chez 11 Mondial à l'époque, c'était la Coupe du Monde 2014 et j'étais un jeune journaliste, je commençais mes piges chez 11 Mondial et on m'avait chargé de faire le guide de preview de la Coupe du Monde et j'avais l'Italie. Et c'est un pays que j'aime beaucoup au niveau du foot, mais c'est un pays qui a beaucoup de culture, qui a des particularités propres au jeu, à la tactique, à l'histoire. Et j'avais décidé de me tourner vers un rédacteur spécialisé sur le football italien. J'avais été sur beaucoup de sites et je suis tombé sur des articles de Paolo. Et j'ai trouvé que Paolo avait une façon de présenter les choses qui me plaisait beaucoup, c'est-à-dire qu'il avait un style propre à lui au niveau de l'écriture, mais surtout il avait une façon didactique de présenter les choses. Et donc du coup, je suis rentré en contact avec lui, on a eu un bon feeling assez rapidement, je crois. Paolo confirmera ou pas, mais moi j'ai senti qu'il y avait un bon feeling et du coup il m'a beaucoup aidé pour ce papier sur l'Italie et on est resté en contact et on est toujours en contact aujourd'hui et je suis très 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 fier d'avoir sorti ce livre avec Paolo parce que j'aime bien les belles histoires et ça avait bien commencé et on a sorti un livre ensemble et j'en suis très fier, honnêtement. Ouais, je vais compléter la petite histoire. En fait, moi, à l'époque, j'étais en école d'art et à côté de mes études, j'écrivais vraiment par passion sur l'équipe d'Italie. Et effectivement, j'avais eu ce message, je crois, sur Facebook de Philippe. Donc, on a fait connaissance comme ça. Ensuite, on a un peu approfondi cette amitié. On a organisé des interviews aussi pour 11 Mondial, notamment de Di Francesco et de Paolo Cannavaro. Ouais. On s'est un peu suivi depuis tout ce temps, même si effectivement, à la base, je reste dans le monde de la création et le monde artistique et du design. Mais voilà, j'ai toujours cette passion pour le football italien. Et donc, moi aussi, ça me fait toujours très plaisir de pouvoir travailler avec Philippe. Justement, Philippe, vous êtes écrivain et intervenant auprès des écoles spécialisées sur les ménagements et la gestion sportive. Pourquoi avez-vous choisi de vous intéresser à Leonardo pour votre 4e livre, qui est votre première biographie? Ouais, c'est la première biographie. En vrai, je voulais écrire une biographie depuis un moment. J'avais eu la possibilité de partir sur Mourinho et Zidane, mais j'avais raté le timing, on va dire. On m'avait proposé Laurent Blanc, on m'a proposé Christophe Galtier. C'est pas des personnages qui m'intéressaient vraiment et je me sentais pas d'écrire sur quelqu'un qui me plaît pas plus que ça. Genre, je pense que j'aurais pas pris beaucoup de plaisir.
Et vu que je suis intervenant en école de management et que c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup, je me suis dit que Leonardo, quand même, en plus de son parcours de joueur, il évolue quand même au PSG. Et le PSG, c'est un club avec des composantes très particulières au niveau du management. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as beaucoup d'argent et que tu donnes beaucoup d'argent aux joueurs et que tu cibles ton recrutement sur des stars, on va dire, bah forcément, ça rapporte des composantes au niveau de management, pardon, qui c'est un peu plus complexe que dans certains clubs. Et surtout, au PSG, ce qui est intéressant, c'est les luttes de pouvoir qui peuvent exister en interne et qui viennent compliquer quelque part le travail de Leonardo. Et tout ça, je trouve que c'était vraiment intéressant de creuser pour voir un peu les tenants et les aboutissants du travail de Leonardo. Et au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte qu'on peut avoir l'argent, on peut être compétent ou pas d'ailleurs. On va souvent se heurter à des gens qui ne sont pas forcément de notre point de vue en interne. Et on dit souvent que l'ennemi peut venir de l'intérieur. Et je pense qu'au PSG, les luttes de pouvoir justement avec ces fameux ennemis de Leonardo à l'intérieur existent. Et c'était intéressant à étudier. Et c'est pour ça que j'ai voulu le présenter dans un livre en mettant également en avant sa carrière de joueur. Parce que je pense que ça montre qu'on parle beaucoup des écoles, des diplômes au niveau du management, il faut beaucoup étudier, mais je pense que pour être un bon manager, il faut avoir vécu surtout. Il faut avoir beaucoup d'expérience de vie. Et quand on regarde le parcours de Leonardo en termes d'expérience de vie, bah, il en a beaucoup. Il a beaucoup voyagé, il a côtoyé de très grands joueurs, il a côtoyé des très grands clubs à plusieurs époques différentes. Et donc, c'est un mec qui a une expérience terrible et son parcours est très intéressant à étudier, je trouve. Oui, tout à fait. C'est qu'est-ce qu'on comprend aussi en lisant les premières lignes de votre livre, parce que d'entrée, justement, vous rappelez ses origines sociales, classe Ouais, moyenne, plutôt aisée, alors ouais, que le football brésilien puise ses talents des favelas. Il y a aussi exactement. cette intelligence, cette culture, la langue étrangère qui faisait déjà un jeu à part un club comme un sélection. Ouais, il y a cette donnée qui est très très importante, c'est que dès le départ, Leonardo doit s'adapter en fait. Et quand vous venez d'un milieu un peu plus aisé que la moyenne de la population brésilienne, bah, ça peut créer une fracture. Ça existe enfin, c'est l'histoire de la vie, le petit bourgeois qui va être un peu rejeté par les familles un peu moins aisées. Et donc Leonardo est déjà très malicieux à cette époque. Il sait déjà comment arriver à dissimuler sa richesse, entre guillemets, par rapport aux autres, même si c'est pas, enfin, ses parents n'étaient pas millionnaires, hein, ses parents étaient fonctionnaires, mais déjà, ça peut créer une certaine fracture. Et donc, dès le départ, finalement, il va vite acquérir cette capacité d'adaptation qui va lui servir tout au long de sa carrière. Ça c'est indéniable et c'est ce que j'aime dans son histoire, c'est que c'est le parcours d'un homme qui se construit sur la durée et qui a dû s'adapter. Et quand on me demande en cours de management ou quand on me demande dans les interviews quelle est la plus grande qualité d'un manager, bah, c'est de s'adapter. Et je pense que Leonardo est un petit caméléon depuis son premier âge. Justement, quand on lit les déclarations sous ses origines dans les premières pages du livre, on a l'impression que quand même il se contredit un peu dans l'essence. Il dit que ce n'est pas un péché d'être bourgeois, mais quand même on a l'impression que dans ces mots, ses origines ont un point différent, comme vous disiez juste avant. Comme si sa vie stable était une contradiction avec les génies qui distinguaient certains joueurs brésiliens. On a presque l'impression qu'il a dû démontrer plus que les autres dans ces contextes-là. Alors, je ne sais pas s'il a dû démontrer plus que les autres, mais pour s'intégrer, je pense qu'il a dû en faire plus que les autres. Ça, c'est indéniable. À partir du moment où les autres, par contre, joueurs ou jeunes de l'époque, ont compris que malgré cette différence pécuniaire avec eux, Leonardo était quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de sociable, quelqu'un de très proche des autres, parce que c'est ce qu'on retient beaucoup dans les déclarations des joueurs qui parlent de Leonardo, c'est que Leonardo était vraiment quelqu'un de dévoué et qui s'impliquait beaucoup pour les autres. Donc il y a une forme de contradiction où lui ne dit que c'est pas un péché, mais quelque part, ça c'est indéniable, c'est que ça aurait pu lui porter préjudice si il avait été une sorte de petit bourgeois arrogant, mal éduqué, etc. Et au contraire, je pense qu'il a mis euh, comment dire, il s'est mis au service des autres très rapidement. Et c'est un peu une chose que si les gens ne connaissent pas forcément son parcours, vont découvrir au fur et à mesure du livre, c'est qu'on dit souvent que Leonardo est une sorte d'égoïste qui pense qu'à lui, qui est au PSG parce qu'il y a de l'argent, etc. Mais quand on regarde vraiment le discours des gens qui l'ont côtoyé et qui parlent de lui, on voit que Leonardo est vraiment quelqu'un qui est tourné vers les autres,
Je pense que la création de l'association Gold et Letra avec Rai qui s'occupe des enfants défavorisés au Brésil aussi en dit long sur la personne. Ça reste un personnage mystérieux, mais qui n'a pas que des côtés négatifs comme certains le pensent parce que forcément, quand on est un peu charmeur, qu'on parle bien, etc., bah, on va être souvent assigné dans la catégorie des manipulateurs. Quand on regarde le parcours de Leonardo, c'est pas la sensation que j'ai eue depuis ses débuts, en tout cas. Et effectivement, dans le livre, vous donnez plusieurs exemples avec des témoignages. Il y a notamment avec la sélection brésilienne, même lors de la Coupe du Monde 94, où il perd sa place de titulaire suite à un carton rouge et il ne joue plus jusqu'à la finale, mais il est toujours présent pour le groupe. Et puis, il y a un autre passage comme ça qui m'a marqué en vous écoutant, c'est Vicage Dorasso qui parle à l'AC Milan quand Leonardo était dirigeant et que c'était quasiment le seul qui lui parlait en français, qu'il brisait un petit peu sa solitude. Donc, on voit sur des points comme ça que dans le travail de l'ombre, que ce soit quand il était joueur ou entraîneur, il était, ou dirigeant en tout cas, il était aussi tourné vers les autres. Bien sûr, le travail de l'ombre, je pense que c'est ce qui est le plus important à noter sur Leonardo, c'est parce que pardon, on résume souvent le travail d'un directeur sportif à qui j'achète, qui je recrute, qui je vends, est-ce que j'ai bien géré ma masse financière. Mais Leonardo, ça ne s'arrête pas juste à là, son travail. Il y a le discours de Vicage Dorasso dans le livre. Il y a aussi l'altercation avec Jérémy Ménez à la sortie d'un match contre Valence, où c'est Leonardo qui va rentrer dans le vestiaire et qui va recadrer Jérémy Ménez devant tout le monde. Et quand tu prends Leonardo, tu ne prends pas juste un directeur sportif, tu prends un mec qui a joué 2 finales de Coupe du Monde, enfin qui en a joué une et qui a été sur le banc lors de la deuxième, qui a été champion d'Italie à l'époque où le calcio était le meilleur championnat du monde. Donc, on parle d'un sacré joueur. On parle d'un mec qui a une expérience terrible. Donc, tu ne te limites pas juste à quelqu'un qui va signer des chèques et qui va aller négocier avec des agents. C'est quelqu'un qui est capable de prendre la parole dans un groupe, devant un vestiaire. Alors après, est-ce que parfois Leonardo, lors de son premier passage, n'a pas un peu trop pris l'espace médiatique, voire de la place dans le vestiaire, alors que ça devrait être le travail de l'entraîneur dans certains cas? Je le pense, mais je pense que lors du premier passage, c'était nécessaire parce que le club était en train de se structurer vers quelque chose de vraiment professionnel, alors que ce n'était pas le cas du PSG à l'époque. Aujourd'hui, dans son mode de fonctionnement, Leonardo est totalement différent. Il ne rentre plus dans le vestiaire de la même façon. Il s'exprime beaucoup moins dans les médias. Donc, je pense aussi qu'il a évolué au fil du temps et au fil de sa carrière de directeur sportif. Je ne sais pas si Paolo il veut rajouter quelque chose par rapport à cette introduction du livre et quand même sur Leonardo. Je suis d'accord avec Philippe, dans le sens où Leonardo, c'est pas seulement l'aspect directeur sportif. Et d'ailleurs, ça se voit dans son parcours, puisqu'il a aussi été entraîneur, où parfois on ne sait pas exactement le situer, avec une personnalité qui est parfois différente de ses homologues dans les autres clubs. Donc oui, effectivement, c'est un personnage complexe. Et c'est en ça que c'est très intéressant d'analyser un petit peu tout son parcours et sa personnalité. Je pense que Paulo note un point qui est très intéressant, c'est que Leonardo, on a du mal à le mettre dans une case. Aujourd'hui, il est directeur sportif, mais on pourrait presque se dire qu'il pourrait être entraîneur, qu'il pourrait être président ou quelque chose comme ça. Et je pense que ce qui a été le mal à un moment du PSG, c'est que justement, Leonardo prenait trop de place par rapport aux entraîneurs, par rapport au président et par rapport à l'entité du club, et que lui, quelque part, a aussi dû se recadrer et être un peu moins présent sur certaines positions médiatiques ou sur certains choix, quoi. Parce qu'effectivement, quand tu as Leonardo dans un club, ça prend beaucoup de place. Ça, c'est sûr. Leonardo qui a beaucoup voyagé, hein, vous l'expliquiez, comme joueur puis dirigeant. Alors après le Brésil, il y a eu l'Espagne, le Japon, France, Italie. Il y a même eu un passage en Turquie comme entraîneur qui n'est pas son passage meilleur de sa carrière, mais voilà, il a ajouté ce pays-là. Et à son arrivée à Milan, il se présente d'ailleurs comme un citoyen du monde. Et son passage en Italie, que ce soit comme joueur à l'AC Milan puis dirigeant, où il a commencé à vraiment apprendre le métier, les coulisses auprès de Galliani à l'AC Milan, a vraiment été fondamental dans sa croissance. On sent même, je ne sais pas, peut-être que Paolo et Valentina vont pouvoir confirmer cette sensation, mais on sent le côté assez italien dans sa personnalité, dans sa façon de s'exprimer, de se comporter, de s'habiller. Il est presque de la diaspora, non, Paolo? Il est élégant. Exactement. Ouais, en tout cas, il a quelque chose que souvent les personnes diaspora, donc qui ont différentes origines, ont. C'est la capacité d'adaptation et la capacité à appréhender les cultures et presque assimiler les cultures. Et voilà, enfin, on sent toujours Leonardo un peu comme un poisson dans l'eau partout où il va. Donc, cette capacité et cette qualité, il l'a, ça c'est sûr.
Pour moi, oui, il a ses côtés classe, il s'est bien intégré en Italie. Bon, il a marié une Italienne, il a su faire sa déclaration aussi à la télé, Ouais. que c'était quelque chose qui est resté dans les années, parce que personne n'avait jamais fait un truc pareil. Donc, voilà, il a su vraiment se mettre Nous, en un peu France, aussi au spectacle c'est un homme du de spectacle. niveau italien. Ouais. Mm. Voilà. Je me permets de te couper. Nous, on a quelqu'un qui a fait la demande de mariage en direct, mais lui, il avait choisi le timing après une élimination. Donc, c'était pas Contre forcément le meilleur. l'Italie, en plus. Ah, voilà. On ne citera pas son nom. Non. On en a tous compris, mais voilà, on ne parle pas de lui. Et il n'y a pas eu de mariage en plus, contrairement à Leonardo. Donc, En plus, voilà, en plus. Mm. Merci à lui. c'est ça. Non, mais on rigole, c'est clair. Mhm. On ne veut pas se moquer des personnes, mais voilà, c'est l'histoire de Leonardo avec sa demande de mariage, avec la journaliste de Sky. Elle est restée vraiment, elle n'attendait pas, on l'a vu, elle était presque mal à l'aise, Ouais. mais quand même, il a su gérer aussi cela. Il y a plein de vidéos qui reprennent l'image ces jours-là et encore on peut les trouver facilement sur YouTube. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de la regarder. D'ailleurs, Valentina, lors de cette période où il n'avait plus de club, après avoir quitté le PSG, il a été consultant en Italie, Leonardo, il me semble, pour la télé. Ouais. Ouais. Donc, il a fait les tours, mais je pense que c'est quelque chose, après Philippe, peut-être il pourra confirmer, l'effet de se mettre au défi. Voilà, chaque fois, ça lui apprend des choses qui, après, il peut gérer. Aussi, les changements dont on va parler après, je pense qu'avoir tous ces différents rôles, ils ont lui appris d'être un meilleur dirigeant aujourd'hui. Ça démontre aussi toute son intelligence et qui est, enfin, voilà, une intelligence au-dessus de la moyenne. Ouais, je pense que il se dirige vers les, comme dit Polo, il y a une forme d'intelligence au-dessus de la moyenne parce qu'il s'intéresse à beaucoup de choses et il a un rapport à la culture, comment dire, comme Polo le disait, à arriver à comprendre assez vite là où il met les pieds, à s'intéresser à la culture. Ça me fait penser un peu à Bielsa aussi. Quand Bielsa arrive en France, il s'intéresse à beaucoup de choses qui constituent le pays. Et je pense que c'est le propre de tout homme que quand tu vas dans un pays étranger, si tu t'intéresses pas à la culture, tu vas avoir tu vas avoir du mal à t'intégrer et deux, tu deviendras pas meilleur. Et je pense que Leonardo, ce qui l'intéresse le plus au-delà du foot, c'est d'être un meilleur humain de passage en passage dans les pays où il va, d'apprendre, de se cultiver. Et c'est très important parce que quand tu regardes la plupart des grands entraîneurs aujourd'hui, ils ont tous un rapport à la culture pour la plupart. C'est indéniable. Ancelotti notamment beaucoup. C'est vrai. Et d'ailleurs, le côté apprendre les langues, il y a un passage dans le livre sur Neymar qui ne parle pas français, Leonardo, qui l'avait publiquement un petit peu remis en place là-dessus parce que, voilà, c'est... Ben ça, pour moi, c'est un choc générationnel. Après, je ne vais pas dire que tous les jeunes de la génération de Neymar sont dans ce cas-là, parce que c'est pas vrai. Il y a des joueurs qui arrivent dans des clubs et qui apprennent les langues très rapidement. Mais quand tu es Leonardo et que tu parles plein de langues différentes, et surtout quand tu avais signé au PSG, tu avais appris le français très rapidement. Le vestiaire, à l'époque, l'avait exigé aussi. Tu vois que Neymar, au bout d'un certain temps, ne parle pas français ou laisse plus ou moins même les cours de français de côté. Bon, ça, je veux dire, ça peut agacer un petit peu. Aussi le cas de Di Maria, il a eu vraiment Ouais, du mal à parler français et chaque fois c'était un peu une blague presque, après toutes les années qu'il a passé à Paris. Je suis d'accord. Ce qui se dit beaucoup, par contre, et je peux le comprendre, c'est que en France, on a des journalistes qui sont un peu particuliers et qui se moquent beaucoup. Et la plupart des discours que j'ai eus sur les joueurs qui ne parlent pas français ou des coachs, c'est surtout par crainte de se retrouver au petit journal ou se retrouver chez Yann Barthès avec 2 minutes de trucs, on se moque d'eux, ce qui est arrivé à Unai Emery. Donc, je pense que la plupart, en fait, ce qui se dit sur Neymar aujourd'hui, c'est qu'il parle français, pas suffisamment bien pour pas être moqué, donc il n'ose pas parler français en public. Je ne sais pas si c'est vrai, je pense que je peux le comprendre en tout cas. Mais au vestiaire du PSG, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça parle pas du foot, ça parle pas du tout français, pardon. Vu la population cosmopolite, on va dire, du club, la langue française n'est pas la langue mère du vestiaire.
Ils l'ont fait avec Emery, ils l'ont fait avec Tuchel au début. Voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué toujours négativement parce que, en plus, Exactement. je veux dire, tu fais l'effort. Moi, Et c'est ça qui devrait être connu, c'est que tu fais l'effort. Et Bielsa, qui arrive en Angleterre et qui, alors j'ai plus souvenir de s'il avait essayé de parler anglais, je crois qu'il n'avait pas encore essayé, mais je sais que les journalistes n'étaient pas dans une démarche de j'attends pour pouvoir me moquer. voilà, C'était pas vraiment ça. Alors qu'en France, c'était plutôt j'attends pour pouvoir me moquer. Et je pense que ça, c'est dommage. tout à fait. Pour revenir un petit peu sur Leonardo, l'Italien, depuis qu'il est au PSG, premier ou deuxième passage, Leonardo recrute beaucoup en Italie. Alors, lors du premier passage, il y avait eu Ibrahimovic, Thiago Silva, Pastore, Verratti, Motta, Cavani et d'autres, Menez. Et encore maintenant, et en particulier vers des clubs de Milan, depuis 2-3 ans, il y a eu Icardi, cet été Donnarumma ou encore Hakimi. Alors, est-ce que c'est juste parce qu'il y a ces réseaux, parce qu'il a appris le métier là-bas, ou est-ce qu'il y a autre chose à aller chercher dans ce choix de recruter beaucoup vers l'Italie? Alors, Polo pourra confirmer aussi après. Leonardo, il est comme Didier Deschamps. Didier Deschamps, il est passé en Italie et il considère que le summum du professionnalisme, c'est en Italie. Leonardo, il est passé en Italie. Depuis qu'il est passé à Milan, c'est la même chose. Zlatan, qui est passé dans de très grands clubs, répétera toujours que le plus grand club pour lui, c'est l'AC Milan. Et de ce que moi, j'ai étudié au fur et à mesure, c'est une impression que j'ai, c'est que le professionnalisme à l'italienne est très très bon. Et je ne suis pas surpris que Leonardo se dirige vers ce type de recrutement parce qu'en Italie, vous avez une culture foot qui est très présente. Vous avez un rapport à l'histoire aussi qui est très important. Et je pense que les joueurs qui jouent à la Juventus, qui jouent à l'Inter, qui jouent au Milan, ils ont un respect terrible des légendes qui sont passées par ces clubs et une éducation qui est un peu différente de ce qu'on peut trouver chez les joueurs dans d'autres pays. Et donc Leonardo, pour lui, un joueur qui brille en Serie A, c'est le top, c'est le summum. Alors des fois, ça peut être un peu survendu sur certains joueurs, mais moi je crois que quand tu t'adaptes à la culture italienne, à la culture tactique du football italien, tu deviens un joueur meilleur. J'en suis entièrement persuadé comme Leonardo. Oui, et puis Johan Crochet le confirmait aussi quand j'ai fait l'interview avec lui, c'est que Leonardo considère qu'un joueur qui a réussi en Serie A réussira partout. C'est un championnat quand même très, très difficile, notamment tactiquement, même physiquement. Donc lui, c'est un peu son baromètre pour les joueurs qu'il va recruter. Et c'est clair qu'il doit y avoir un côté un petit peu réseau, c'est normal, puisqu'il a passé beaucoup de temps en Italie. Mais sur tous les joueurs qu'on a cités juste avant, à part peut-être voilà, Icardi, pour des raisons sûrement particulières de vie de famille, etc. Tous les autres ont été plutôt des bonnes idées. Bon, on peut aussi exclure peut-être Pastore, mais là, c'est plus pour les blessures. Mais que ce soit Ibra, Silva, Verratti, Thiago Motta, Cavani, là, on n'a pas encore le recul nécessaire, mais Donnarumma et Hakimi, nous, les observateurs de Serie A, on sait que c'est aussi des valeurs sûres. Donc à partir de là, oui, certes, il pourrait aller faire son mercato aussi ailleurs et de temps en temps, il le fait. Mais c'est vrai qu'il prend souvent de très très bons joueurs en Italie. Ouais. Et puis, il profite peut-être aussi que l'Italie, qui était le championnat le plus puissant aussi financièrement il y a 15-20 ans, c'est un peu moins le cas maintenant. Et le PSG, avec sa force, on le voit, un joueur comme Donnarumma, c'était peut-être le seul club à pouvoir mettre un tel salaire sur lui. Donc, c'est peut-être plus facile, entre guillemets, aussi de le cibler. Bien sûr, lors du premier passage, Milan est en situation financière assez délicate et c'est plus ou moins le plan parfait pour Leonardo parce que vu les joueurs comme dit Polo, quand tu récupères Ibra et Thiago Silva, c'est des sacrés joueurs, quoi. Donc, il y a la part du réseau lui permet d'avoir accès et puis surtout d'avoir des informations que le public, forcément, le grand public n'a pas toujours, peut-être les avoir un peu plus tôt aussi. Donc, c'est plus facile pour faire son marché. Et après, Leonardo est un directeur sportif qui saute généralement très vite sur les opportunités, plus qu'il anticipe, je pense. Et quand une opportunité se présente avec un club en délicatesse financière, c'était parfait pour lui à cette époque que le Milan soit mal financièrement, en tout cas. Avant de passer au Leonardo dirigeant, il y a le Leonardo entraîneur. Il y a notamment cette trahison
Philippe, qui est assez intéressante, puisque peu après avoir quitté le banc de l'AC Milan en froid avec Silvio Berlusconi, il y a eu des déclarations assez dures dans ces rapports entre Berlusconi et lui. Donc, il rebondit sur le banc de l'Inter, ce qui est assez rare au niveau entraîneur de passer comme ça de l'un à l'autre, surtout sans transition, car il est en bon terme avec Moratti, le président de l'Inter. Comment décrypter ce passage de l'AC Milan à l'Inter, et est-ce que c'est peut-être quasiment le meilleur exemple de la personnalité de Leonardo, qui se sent libre de faire des choix, même si ça peut choquer, même si ça peut surprendre? Je pense que oui, c'est un bon exemple pour illustrer sa personnalité. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il le fait parce qu'il veut être entraîneur à l'Inter et qu'il s'entend bien avec Moratti, ou est-ce qu'il le fait parce qu'il veut se venger de Berlusconi? Et ça, c'est une vraie question. Et quand on connaît un peu je pense que Polo le confirmera aussi, parce que Polo a vu les textes, a suivi l'écriture du livre, il s'intéresse au personnage de Leonardo. Leonardo, c'est pas un ange. Voilà. Ça reste un homme qui peut être un peu rancunier aussi. Et je pense que quelque part, il avait envie de montrer au début de sa carrière d'entraîneur, parce qu'il ne savait pas s'il allait durer en tant qu'entraîneur, ou alors il avait déjà anticipé beaucoup de choses, ou il ne savait pas qu'il allait devenir directeur sportif du PSG, je pense. À cette époque, je pense que ça lui permet aussi de pouvoir dire bon, ça s'est mal passé avec Berlusconi, mais regardez, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Le faire à l'Inter, après être passé au Milan, ouais, je peux comprendre. Le titre du chapitre en question s'appelle Le Traître, et pour moi, c'est le titre le plus parlant. Après, voilà, Leonardo, à un moment donné, je ne sais plus qui c'est Zidane qui avait répondu sur un plateau. Maintenant, je pourrais quasiment entraîner le PSG parce que je suis entraîneur, et les entraîneurs, on va là où il y a un job. Ouais, chacun sa façon de voir les choses, j'ai envie de dire. Oui, et puis il y a d'autres exemples, hein. On a notamment Antonio Conte qui est passé de la Juve à l'Inter avec un petit passage à Chelsea et avec l'équipe d'Italie. J'avais vu une interview de Leonardo, mais alors maintenant je ne saurais plus vous dire où il disait si je refusais le poste à l'Inter, j'étais fini pour le foot. Enfin, dans ce monde-là, il faut aussi savoir accepter les opportunités. Donc, effectivement, comme dit Philippe, Leonardo n'est pas un ange. Je ne connais pas beaucoup d'anges dans le monde du football, hein, personnellement. Ouais. Et puis on le voit sur l'ensemble de son parcours aussi. Leonardo, c'est quelqu'un qui sait où aller et quand le faire. Donc, Exactement. certes, les supporters du Milan n'ont pas été ravis, et ça, tout le monde peut comprendre pourquoi. Mais lui, dans sa progression et dans son parcours de carrière, il fallait qu'il y aille, et voilà, il y allait. Et Polo a raison sur ça, c'est une des grandes qualités des managers pour moi, c'est qu'il y a l'anticipation et de savoir où tu dois aller pour être performant. Et parce qu'il y a beaucoup de bons entraîneurs, ou enfin, pas forcément juste entraîneurs, mais dans des professions où les gens se trompent de choix, entre guillemets, de destination. Et je pense que Leonardo, on faisait beaucoup le reproche à Guardiola de choisir ses clubs avec que des clubs avec des grosses puissances financières, capables de recruter, etc. Ouais, enfin, c'est pas mal, hein, quand même, parce que ça lui permet de jouer beaucoup de demi-finales de Ligue des Champions, de finales de Ligue des Champions, etc. C'est-à-dire, c'est pas savoir où tu vas aller et dans quel environnement tu vas arriver, et si tu peux y être performant, c'est une vraie qualité. Par exemple, Zidane s'est pas lancé du jour au lendemain au Real Madrid, il a pris son temps et il s'est lancé au moment où il l'a senti. Entre guillemets, il a profité aussi du départ de Benitez. Mais c'est une qualité de savoir où il faut aller dans la vie. Sinon, tu te plantes, tu vas dans des endroits où il faut pas, et tu te plantes. Tout à fait. On a déjà parlé un peu comment dire, de la patte de Leonardo au PSG, mais quand même, si on peut y revenir au fait que vraiment il s'impose dès les premières semaines, parce qu'il y a les transferts de Menez, alors que Ouais. Altani va Taraba. Et bon, c'est quelque chose de très important. En plus, à ton avis, une deuxième question, c'est quoi les détails plus importants qui a changé au club dans sa première mission au PSG? Alors, pour être franc, ce qui a été le plus impactant sur l'évolution du PSG, je pense que c'est deux recrutements. C'est le recrutement de Zlatan Ibrahimovic et le recrutement de Carlo Ancelotti. C'est deux personnes qui ont totalement métamorphosé le club avec Leonardo, et chacun de leur façon. C'est-à-dire que Zlatan a permis d'être un exemple pour tous les joueurs, et si tu ne suivais pas la marche de Zlatan, tu allais dans la mauvaise direction. Ensuite, Ancelotti, il a apporté une rigueur professionnelle, il a modifié les horaires d'entraînement, les façons de s'entraîner.
Il a apporté une évolution au niveau du jeu, il a apporté des détails techniques, les GPS à l'entraînement, une vraie structure du club. Et comme on disait tout à l'heure avec Polo, quand vous nous avez posé la question, ces deux personnes viennent d'où? Elles viennent d'Italie. Donc finalement, qu'est-ce que Leonardo a le mieux fait? C'est qu'il a greffé une part d'Italie au PSG. Mais l'année dernière, Je... d'ailleurs, avec les PSG Fan Club Italie, on avait remarqué que c'était les 21 clubs de la Serie A, les PSG. Ah bah, tout à fait. Moi, à l'époque, quand je regardais le PSG, j'avais l'impression de voir un club qui se développait comme un club de Serie A et que, limite, vu le niveau de la Ligue 1, le PSG aurait dû aller jouer en Serie A. Mais c'est ça, c'est une modification culturelle du club, que ce soit au niveau de la mentalité, que ce soit au niveau du jeu, de l'approche du professionnalisme. Et c'est ça, il a greffé une part d'Italie dans le club. Il l'a très bien fait parce que, mine de rien, les recrutements sont bons. Ce qu'il a très bien fait aussi, c'est qu'il a su cibler le recrutement avec des Italiens, des joueurs d'Amérique du Sud pour créer une union très forte entre les joueurs très rapidement. Et ce qui se dénotait le plus rapidement avec le travail d'Ancelotti et qui est très difficile à voir depuis le départ d'Ancelotti, même si ça s'est bien passé pendant un moment avec Laurent Blanc aussi, c'est qu'on avait une équipe. On avait vraiment une équipe. Et depuis Ancelotti, honnêtement, collectivement, j'ai eu du mal à retrouver ça avec le PSG. Alors, est-ce que c'est le talent d'Ancelotti en tant qu'entraîneur tacticien? Je pense aussi. Mais je pense aussi qu'il y a eu la construction du groupe faite par Leonardo qui a été très bien faite. L'histoire raconte que c'est Fouandine qui a aidé les PSG à remonter après une mauvais début en Champions League autour de la table avec Zlatan et tous les autres. Donc aussi ça, c'est très italien. Ouais, et puis Zlatan, Dans un je restaurant me permets. argentin, de Paris. Ouais, Ouais, on pourra dire le nom pour la promo. voilà. Mais juste pour le cas Zlatan, parce que c'est des choses que j'ai entendu dire il n'y a pas si longtemps sur des grandes radios. Zlatan n'est pas un leader, c'est-à-dire il n'a pas gagné la Ligue des Champions, qu'est-ce que c'est que ce joueur? Il faut être fou pour dire ça. Il faut être complètement fou pour dire ça. Si vous regardez tous les discours sur ce que Zlatan a apporté au PSG, ce qu'il apporte aujourd'hui au Milan d'une certaine façon aussi, j'aimerais bien voir Zlatan en tant que coach dans quelques années ou directeur sportif. Ça m'intéresserait beaucoup. Et ce qu'il faut noter sur ça, c'est qu'au départ, Leonardo partait pour. Enfin, son premier choix était Higuaín, Gonzalo Higuaín, qui à l'époque était en délicatesse avec la concurrence de Karim Benzema. Et finalement, Leonardo s'est rabattu sur Ibrahimovic. Et heureusement, j'ai envie de dire. Heureusement. Parce que si Higuaín reste un bon joueur, un bon buteur, etc., des joueurs qui ont le caractère de Ibrahimovic et qui sont capables de métamorphoser leur coéquipier, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça. C'est quelqu'un aussi de très adaptable, peut-être une contre-figure de Leonardo sur les terrains. Alors, ce qui ressemble à Leonardo, c'est que les deux ont l'image de mecs égoïstes, arrogants. Et par contre, quand tu creuses vraiment, tu te rends compte que c'est pas du tout ça. Tu te rends compte qu'un mec comme Zlatan, quand il va négocier les primes pour les joueurs, il va négocier pour tous les joueurs. Quand il parle pour lui, il parle pas pour lui en premier, il parle pour tous les joueurs. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai senti avec Leonardo aussi. C'est des mecs de l'ancienne école. J'ai jamais vu Zlatan. Alors, il y a eu des départs où Zlatan va célébrer des buts en Italie devant les supporters adverses, où il fait des choses qui sont pas très commodes, on va dire. Mais mine de rien, je trouve que c'est pas un mec qui a apporté des problèmes au PSG. Zlatan, il nous a pas fait du chantage sur sa prolongation parce qu'il y avait un club en Espagne qui l'intéressait ou ce genre de choses. Et sacré joueur, sacré mec et sacré joueur. Leonardo qui a quitté le PSG par la petite porte en 2013, il y a eu cette altercation avec un arbitre, la suspension, mais donc il revient en 2019. Alors est-ce que c'est un comeback si incroyable que ça, sachant qu'il avait déjà fait un comeback assez controversé en retrouvant l'année précédente, en 2018, l'AC Milan dans un rôle de directeur sportif, pour un bilan qui pour le coup avait été beaucoup plus contrasté, puisqu'on avait vu un Leonardo en position avec beaucoup moins de moyens, à devoir recruter vraiment très malin avec peu de budget. Et donc, au bout d'un an, il est revenu au PSG pour ce nouveau comeback. Alors, pour être franc, je pense que Polo pourra en parler aussi mieux que moi, sans doute. C'est une partie où je m'en veux un peu sur le livre. C'est que j'ai revu, il n'y a pas si longtemps que ça, la liste vraiment de toutes les recrues à Milan, etc. Bon, on peut dire qu'il a un peu fait n'importe quoi sur certains recrutements. Je pense que je n'ai pas été assez dur avec ce qu'il a fait. Les moyens limités, c'est vrai, mais mine de rien, il avait quand même une belle enveloppe. Je pense surtout qu'elle a été mal utilisée. Après, est-ce que vraiment Leonardo est revenu au Milan en se disant je vais m'intégrer dans ce projet, je vais y rester longtemps et je vais y durer, ou alors est-ce que c'était un projet qui lui permettait de se remettre sur le devant de la scène?
Je pense que c'est plutôt la deuxième alternative. Ensuite, ce qu'il faut noter, c'est que je pense qu'il y a des profils de directeurs sportifs comme il existe des profils d'entraîneurs. Et je ne pense pas que le profil de Leonardo est adapté au Milan à cette époque. Et on le voit bien aujourd'hui, c'est que Maldini, je pense, bosse beaucoup mieux, en fait, tout simplement. Et que voilà, Leonardo a fait des erreurs à Milan. Je pense que je n'ai pas été assez dur avec lui dans le livre sur ça, c'est pour ça que je me permets de le dire. Mais après, le retour au PSG, je ne sais pas s'il est surprenant, mais en tout cas, il était attendu. Ça, c'est sûr. C'est qu'à l'époque, le nombre d'articles qui disaient que l'autorité était absente au club et qu'il fallait quelqu'un pour incarner l'institution, il y en avait tous les jours. Donc, incroyable, je ne sais pas, mais moi, ça me paraissait évident que Leonardo allait revenir à Paris, ou en tout cas qu'il allait avoir une restructuration du club. Ça, c'était évident. Oui, c'est vrai que le passage à Milan, il est pas très bon. Et si on regarde les sommes dépensées, c'est vrai qu'il y a eu des grosses sommes sur des joueurs qui ont fait flop, hein, enfin, quasiment tous finalement. Ouais. Donc effectivement, c'est un passage qui n'est pas très, très bon si on doit l'évaluer. Et puis, ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas un projet qui lui correspondait. Lui, c'est vrai il aime bien avoir les moyens de gagner tout de suite, etc. Alors que là, le Milan était plus dans une optique à vouloir reconstruire quelque chose sur la durée. Et ça se voit aujourd'hui avec Maldini qui recrute pas mal de jeunes. On l'a vu notamment avec Tonali, avec Salmakers et d'autres. Et peut-être que lui, c'était pas spécialement ce qu'il avait envie de développer en tant que directeur sportif. Donc finalement, ça n'a pas matché. Et puis voilà, retour au PSG, non, pas si surprenant que ça. Je pense que aujourd'hui au PSG, c'est indispensable d'avoir une figure comme Leonardo. Alors après, en directeur sportif ou pas, peut-être que ça va évoluer. J'y reviendrai juste un peu plus tard, mais effectivement, oui, je pense que le PSG a besoin de quelqu'un comme Leonardo. Et justement, tu as dit déjà quelque chose avant, Philippe, mais pour entrer un peu plus dedans, entre la première et la deuxième aventure au PSG, tu penses que aussi ces soucis avec la Ligue, ils ont laissé des traces, notamment avec les autres clubs. On peut penser à Lyon avec Jean-Michel Aulas, qui l'avait attaqué publiquement, mais qui a cherché à les recruter en 2017. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde un peu l'arrivée de Pablo Longoria du côté de l'OM, qui se heurte un peu à une certaine mentalité française, un peu franchouillarde, pardon. On retrouve la même chose à l'époque de Leonardo, c'est que quand il arrive au PSG, il a envie de changer beaucoup de choses. Il sent que le football français est pas au top. Et si on veut s'en assurer, on n'a qu'à regarder les résultats en Coupe d'Europe des clubs français. Et donc, il a envie d'être un peu le chevalier blanc, c'est-à-dire d'élever le PSG, mais aussi d'élever tout l'environnement qu'il y a autour du club, que ce soit le championnat, les autres clubs, la formation, la qualité des arbitres, etc. Et je pense qu'il est sur trop de combats à la fois. Quand Cédric parle de l'altercation avec l'arbitre avant de quitter le PSG, je pense qu'il est en burn-out complet. Je pense qu'il a tellement été vidé émotionnellement, il a tellement été attaqué, il a tellement dû se défendre, en plus de défendre l'investissement massif du Qatar, parce qu'il faut bien se dire qu'à l'époque, il faut assumer et l'argent ne vient pas de nulle part. C'est pas un fonds d'investissement américain qui tient le PSG, c'est pas une grande entreprise d'une famille italienne, c'est le Qatar plus ou moins directement. Donc, il y a quand même une certaine défiance par rapport à ça, qu'elle soit au niveau de la masse financière ou de l'origine de cette masse financière. Donc, mine de rien, je pense qu'il a accumulé énormément de pression et qu'il a explosé jusqu'à cette altercation. Et voilà, et comme dit Polo, maintenant, la question qu'on s'est beaucoup posée sur la fin du livre, c'est est-ce qu'un personnage comme Leonardo est essentiel au PSG? Et quand on regarde la défiance, qui, je pense, n'existe quasiment qu'en France, ou peut-être dans d'autres pays, mais je ne suis pas sûr que ça soit aussi prononcé, la défiance médiatique ou des autres clubs par rapport à la capitale, c'est-à-dire le PSG, il faut un mec qui soit capable de partir au front pour défendre l'institution,
Aujourd'hui, il le fait encore, il le fait de façon plus mesurée, parce que je pense qu'il a aussi progressé, parce que comme on disait depuis le début, c'est quelqu'un qui sait s'adapter, et quand il commence son parcours de directeur sportif au PSG, mine de rien, c'est que les débuts. Là, il est à son deuxième passage et il a appris beaucoup de choses. Il y a moins de passes d'armes avec les dirigeants. Je pense qu'il est beaucoup plus mesuré dans ses sorties médiatiques aujourd'hui. Ouais. Mais surtout, on a ressenti son absence pendant son exil en Italie, si on l'avait appelé comme ça, parce que quand même, le PSG, il a un gros coup de frein. Voilà, sous certaines saisons, là, Appétit reprend, mais c'est clair, c'est une masse énorme pour un homme tout seul, des fois. Bien sûr. Et puis, ce qui est très important à savoir, et alors là, ça, je me suis encore plus rendu compte de ça durant l'écriture du livre, et on me l'a surtout confié en privé et en on, entre guillemets, dans certaines déclarations qu'on peut retrouver dans le livre. Il ne faut pas croire que les gens qui sont autour de Leonardo dans le club, ils sont tous là pour l'aider. Ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que quand Leonardo arrive au PSG au premier passage, la première chose qu'il fait, c'est de faire dégager Robin Leproux. Parce que Robin Leproux pourrait lui faire de l'ombre, président du club, etc. Sauf que Robin Leproux, qui dégage du club, bah, il laisse des gens avec qui il s'entendait bien, des proches à lui, de l'entourage, des gens avec qui il travaillait souvent. Ces gens-là, ils n'ont pas quitté le club. Et il y en a beaucoup qui sont un peu contre les avis de Leonardo, qui se permettent de temps en temps de sortir des informations pas spécialement avérées sur Leonardo pour que ça remonte dans la presse et que ça aille jusqu'aux oreilles du Qatar. Donc oui, Leonardo, quand je vous disais au début du podcast que quelquefois l'ennemi peut venir de l'intérieur, Leonardo, il s'en est rendu compte assez rapidement, c'est que tout le monde n'était pas disposé à l'aider au PSG, et même certaines personnes voulaient son échec pour soit le remplacer ou soit pouvoir placer un ami à eux avec qui ça serait plus facile de négocier l'arrivée de certains joueurs ou de travailler, parce que Leonardo est un personnage un peu difficile à vivre au quotidien aussi. Donc c'est un métier son métier est très difficile, et je pense qu'on sous-estime la façon dont lui doit s'adapter en interne pour pouvoir l'exercer. Justement, comment juger ces rapports avec les entraîneurs puisque Leonardo, qui a toutes les casquettes, on l'a vu peut-être plus lors de son premier passage, mais être assez présent, quasiment être un entraîneur, on avait l'impression parfois. Donc, il avait choisi Ancelotti, par exemple, mais le rapport s'était quand même assez détérioré entre eux. Là, à son retour, il ne s'entendait pas avec Thomas Tuchel, c'était un secret pour personne. Pochettino l'a remplacé. On a aussi senti les tensions cet été, avec même quasiment la possibilité de voir Pochettino. Il y avait cette rumeur de le voir retourner à Tottenham. Donc, comment est ce rapport entre Leonardo et les coachs? Alors, si on commence par Ancelotti, je pense qu'Ancelotti, c'est un cas particulier. Je dirais pas, alors, effectivement, de ce qu'on a su, on l'a su, Ancelotti l'a écrit dans son livre, il l'a sorti publiquement en interview, la relation s'est détériorée parce que Leonardo a pris position pour le Qatar à un moment. Mais la question que je pose maintenant, ou que je me suis surtout posée, c'est que si le Qatar vient voir Leonardo et lui dit, écoute, on veut virer Ancelotti, mais si toi, tu n'es pas content, on va te virer aussi. Qu'est-ce que Leonardo fait? Si Leonardo, par exemple, on lui a dit... En gros, si tu soutiens Ancelotti, c'est que tu es dans l'erreur, parce que nous, on considère que ce n'est pas l'homme de la situation. Je pense que Leonardo, il se retrouve dans une position qui est un peu ambiguë, et quelque part, à cette époque, effectivement, il va se ranger du côté du Qatar et non d'Ancelotti. Et moi, je pense qu'il l'a fait pour protéger sa place. Il ne l'a pas fait parce qu'il pensait qu'Ancelotti était un mauvais entraîneur, sinon il n'aurait pas été le chercher. Et il ne l'a pas fait non plus en espérant, je pense, récupérer le poste d'entraîneur à la suite d'Ancelotti. C'est une possibilité. Je ne suis pas dans le secret des sages, je ne suis pas dans sa tête. Peut-être qu'il s'était dit, si Ancelotti est remercié, bah, je peux me mettre sur le banc du PSG, et vu que j'ai recruté les joueurs, je les connais bien, donc j'ai un lien affectif avec eux directement, donc quelque part, je pourrais avoir des résultats assez rapidement. Ça, je ne le sais pas. Mais quand on dit la relation s'est détériorée avec Ancelotti, ce n'est pas de la faute de Leonardo, c'est de la faute de la pression exacerbée des dirigeants sur le club, en fait. Parce que si vous êtes dans une entreprise, vous travaillez avec un ami à vous et vous êtes directement son supérieur hiérarchique, mais que votre supérieur à vous vient vous voir et vous dire, bah, écoute, on a envie de virer ton ami parce qu'on trouve qu'il n'est pas compétent, mais c'est toi qui vas lui annoncer. Dans tous les cas, je pense que les rapports vont se détériorer, parce qu'on va dire, pourquoi tu ne me soutiens pas, mais tu comprends cette décision, toi, etc. Et même si tu comprends cette décision, est-ce que tu peux aller contre? Bah, pas forcément, parce que ça vient d'au-dessus. Donc pour le cas Ancelotti, je suis un peu partagé. Je pense que c'était évident que ça se passe comme ça. Pour Tuchel, c'est un peu différent.
Il y a des avis divers sur certains joueurs. Il y a des choses que Tuchel va apprendre dans la presse et non par Leonardo. Donc là, je pense que Leonardo a compris très vite que le courant ne passerait pas avec Tuchel et que plus ou moins, il a cherché à le faire craquer petit à petit. Ça, j'en suis intimement persuadé. Voilà. Et quelque part, je le comprends parce que quand je regarde la façon de Tuchel de s'exprimer en conférence de presse, de remettre en question certaines choses au niveau de l'institution, bah, tu n'es pas forcé de le faire publiquement, en fait. Hein. Tu peux le faire en interne. Et je pense qu'aujourd'hui, alors il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur sa relation avec Pochettino. Je pense qu'il y a beaucoup de conneries qui sont sorties sur sa relation avec Pochettino, pour être très franc. Et surtout, ce qui est intéressant avec Pochettino, c'est que c'est un mec d'institution. C'est-à-dire que c'est un mec qui se range toujours derrière l'institution et qui ne va jamais mettre un petit pic en conférence de presse ou ce genre de choses. Il est très institutionnel, très discret. Et je pense que ça plaît beaucoup à Leonardo. Et c'est pour ça que ça va matcher entre les deux, comparé à ce qui s'est dit. Et s'il y a des résultats, Pochettino aura un passage intéressant au PSG. Maintenant, s'il n'y a pas de résultats, l'avenir de Leonardo est quelque part lié à l'avenir de Pochettino. Parce que si on dit, je veux bien qu'on dise Pochettino se trompe dans tous les choix qu'il a fait, etc. Mais à un moment donné, les choix tactiques sur le terrain, etc. À un moment donné, on remettra en question le recrutement de Leonardo. On dira pourquoi il était prendre ce joueur, etc. Donc les rapports sont compliqués avec les entraîneurs parce que lui, Leonardo, sent que son avenir est aussi lié aux résultats. Mais je pense qu'on en a beaucoup fait sur ça et que dans les faits, ça ne se passe pas aussi mal que ce qu'on laisse entendre dans la presse. Et pour prolonger en quelque sorte la question de Cédric, est-ce que sa présence est toujours fondamentale pour gérer un vestiaire si compliqué et plein d'étoiles comme celui du Paris Saint-Germain? C'est une bonne question. C'est la question qu'on s'est vraiment posée sur la fin. Surtout qu'en plus, on parlait d'une possible arrivée de Zidane en tant que manager général. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont sorties cet été. Moi, je pense qu'elle est essentielle parce que ce n'est pas un entraîneur. Alors, il y a des entraîneurs qui le font. Il y en a un surtout qui le fait, qui perd beaucoup d'énergie à faire ça, c'est Mourinho, qui va aller en conférence de presse, qui va défendre l'institution, qui va attaquer la presse, qui va attaquer les gens qui attaquent le club, etc. Mais qui perd beaucoup d'énergie à faire ça. Pour moi, ce n'est pas le rôle d'un entraîneur d'aller faire ça. Il faut que l'entraîneur il soit focalisé sur le terrain, sur les joueurs et pas plus que ça. Après, on est dans un club, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est extrêmement exposé médiatiquement et qui est un peu le seul gros club français quelque part. Alors effectivement, Marseille est un gros club, sauf que depuis quelques années, Marseille en Europe, c'est pas ce que ça a été par le passé en tout cas. Lyon n'est plus vraiment un gros club, ou, en tout cas c'est pas le Lyon des années 2000, donc le PSG est un peu seul. Donc quand il faut taper sur quelqu'un, voilà, on tape sur le PSG. Hein. Si vous écoutez RMC, il parle que du PSG. Voilà, donc il faut quand même quelqu'un qui soit capable de gérer ce climat médiatique, de gérer les attaques par rapport au club. Et c'est pour ça que quand Cédric parlait du travail de l'ombre de Leonardo, moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est effectivement ce travail qui était visible, mais qui était mal analysé par le grand public. C'est qu'avant, lors de la campagne du Final 8, avec Thomas Tuchel, Leonardo est parti nous faire des monologues de 10 minutes tout seul sur le plateau du CFC. Et c'était très important de le faire pour essayer de tenter d'apporter un peu de sérénité autour du club et une ambiance positive. Et pour moi, ça, ce n'est pas un entraîneur de le faire. C'est un directeur sportif. Ou si l'entraîneur le fait, en tout cas, je pense qu'il perd de l'énergie et que ce n'est pas la situation la plus profitable pour le club. Donc je pense que oui, Leonardo est un rouage essentiel du PSG aujourd'hui. Ouais. Après, pour compléter ce que tu dis, on peut se poser la question si c'est vraiment le rôle du directeur sportif de faire aussi le pompier. Parce que, je prends un exemple en Italie. Par exemple, le pompier de service à la Juve, c'est pas le directeur sportif, c'est Nedved. Et à l'Inter, c'est pas non plus Marotta qui va éteindre le feu en conférence de presse, etc., etc. Leonardo le fait. Je pense que c'est aussi parce qu'il en a la personnalité, le charisme, etc. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment à lui de le faire? Moi, je pense, mais ce n'est pas par rapport à la fonction qu'il occupe véritablement, c'est par rapport à la culture et à la connaissance de l'environnement qu'il a. C'est-à-dire qu'il est passé au PSG en tant que joueur. Ouais, tu as peut-être raison sur ça, ce n'est pas forcément le directeur sportif de le faire, mais c'est à la personne disposée à le faire, entre guillemets, et lui a le côté ancien du club, c'est-à-dire qu'il connaît, mine de rien, du coup, il est passé 3 fois au PSG, on va dire. Donc, il connaît le fonctionnement de la presse. Il a pu l'appréhender de mieux en mieux au fur et à mesure de son premier passage en tant que directeur sportif et en tant qu'au deuxième.
Maintenant, est-ce que c'est effectivement un directeur sportif d'être autant exposé? Je pense que tu as raison que ce n'est pas forcément le cas, parce qu'à l'étranger, on n'a pas d'éléments de comparaison avec des directeurs sportifs qu'on entend très, très régulièrement. À l'époque, même dans certains cas, par exemple au Real Madrid, c'est Florentino Pérez qui va s'occuper de faire ça. Donc, je pense que tu as raison sur ça. C'est pas une exactitude de dire que c'est au directeur sportif de le faire, c'est plus à la personne qui aurait les compétences pour le faire. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça rajoute au fait que voilà, Leonardo est le fameux caméléon dont on parle depuis le début du podcast. Il n'est pas simplement directeur sportif. Paolo, en tant que passionné du football, quel était ton avis sur Leonardo avant les livres et a-t-il changé en collaborant à cet ouvrage, une interview avec Rostand, Paoluzzi et Crochet? Ben justement, ça me permet de rebondir sur ce que je disais juste avant. Moi, à la base, c'est vrai que j'avais un avis plutôt mitigé sur Leonardo, directeur sportif, notamment pour son passage à Milan. C'est vrai qu'il a construit quelque chose de très important sur son premier passage au PSG, mais c'était avec énormément de moyens. Donc, à partir de là, est-ce que quelqu'un d'autre aurait fait pire? Je ne sais pas. Donc, effectivement, avant ce travail avec Philippe, j'avais un avis plutôt mitigé. J'avais presque l'impression que voilà, c'était comme un petit bourgeois qui avait envie de dépenser de l'argent. Et puis voilà. Après, le fait de faire ce travail, j'ai vraiment appris à connaître le personnage dans toute sa complexité. J'ai aussi appris beaucoup de choses sur l'environnement PSG. C'est pas un club comme les autres. Je pense même que c'est un club quasiment unique au monde, étant donné que c'est plus, pour le Qatar, c'est plus une vitrine. C'est-à-dire que pour moi, le Qatar n'a pas l'ambition d'écrire l'histoire du football. Il a l'ambition d'avoir une image positive dans le monde entier. Donc, exact. s'ils investissent pour gagner la Ligue des C'est un Champions... moyen, le football, c'est pas les fins. Exactement. S'ils investissent pour gagner la Ligue des Champions ou pour organiser la Coupe du Monde, c'est pas par amour pour le foot. Donc, à partir de là, je pense que c'est très, très compliqué d'être un salarié du club, que ce soit président, directeur sportif, même joueur. Je pense que c'est très compliqué. Tout à l'heure, Philippe disait qu'il n'avait pas retrouvé cet aspect collectif depuis l'ère Ancelotti et un petit peu Laurent Blanc. Je pense que c'est lié à ce contexte-là. C'est-à-dire que quand tes propriétaires n'ont pas comme priorité le football, ça peut se ressentir à tous les étages. Donc, pour Leonardo, ça doit être compliqué. Après, moi, pour revenir vraiment au personnage, je me demande, est-ce que directeur sportif serait son meilleur rôle? Est-ce que c'est pas une étape? Moi, personnellement, je le vois sur un rôle un peu plus politique. Je pense que ça lui correspondrait totalement d'être soit président, soit vice-président d'un club. Donc, à voir sur l'avenir. Mais c'est vrai que voilà, ma vision du personnage a quand même bien évolué après ce travail. Une dernière question avant de se quitter, puisque donc, le Brésilien ne s'exprime pas dans le livre et assez rarement en public en dehors d'interviews qui soient soit préparées ou on en a parlé précédemment de sorties médiatiques assez tonitruantes, soit pour des femmes institutions, soit pour d'autres sujets précis. Alors Philippe, est-ce que vous avez eu des contacts avec lui pendant l'écriture ou avec son entourage? Est-ce que vous avez peut-être eu une réaction depuis la sortie du livre, de cette biographie? Alors, j'ai pas eu de réaction depuis la sortie du livre. On a échangé au téléphone pendant un bon moment. C'était, si je dis pas de bêtises, il y a 1 mois et demi, 2 mois. On a échangé de façon cordiale. Je lui avais laissé un message sur WhatsApp et il m'a rappelé un dimanche matin à 10h. J'étais un peu surpris, mais fidèle à lui-même, charmant, très, très disponible. On a parlé pendant une petite demi-heure de tout, de football, de son passage au Brésil, etc. Il m'a confié qu'il avait reçu énormément de propositions pour de l'autobiographie parce que Leonardo est un personnage de culture et il connaît beaucoup d'écrivains, des
proches à lui sont dans le milieu de la littérature. Donc, il m'avait confié que c'était quelque chose qu'il laissait de côté pour l'instant, que peut-être un jour, lui, le ferait pour raconter son histoire, parce que voilà, c'est quand même plus parlant quand c'est raconté par la première personne. personne. Voilà, c'est ça. Même si, bon, quand on raconte soi-même son histoire, on va peut-être avoir tendance à arranger certains passages, on va dire. Mais oui, j'ai échangé avec lui et j'étais très content de le faire parce que, comme je vous le dis, c'était ma première biographie et c'est pas rien d'écrire sur la vie de quelqu'un. Tu dois respecter beaucoup de choses, tu dois faire un énorme travail de vérification des informations. Tu peux pas te permettre de dire n'importe quoi. C'est la vie de quelqu'un. Tu peux pas jeter la vie de quelqu'un en pâture aux gens sans avoir énormément bossé. Donc j'aurais aimé l'avoir un peu plus qu'une demi-heure au téléphone. Mais bon, ça reste un personnage occupé. C'est quand même pas mal déjà, vu que, comme on disait, c'est pas quelqu'un qui parle souvent. Non, et puis j'étais très fier qu'il me rappelle. Je vais pas m'en cacher sur ça. Voilà, j'étais très fier qu'il m'en rappelle parce que quand vous étudiez la vie de quelqu'un, c'est bien d'avoir un contact quand même. Je veux dire, j'aimerais avoir Je me suis dit, je pense pas que lui va lire le livre. Peut-être qu'Anabilio va lire le livre et me dira oh, bah, j'ai reconnu mon mari. Ça me ferait plaisir. Mais je sais pas. J'aimerais avoir un retour. Je sais pas si j'en aurai un. Et dans tous les cas, je suis déjà dans mes 3 prochains livres. Donc, celui-là est terminé. Et j'espère qu'il plaira au grand public. Mais je fais pas une fixette sur une rencontre avec Leonardo, en tout cas. Bien, bien. On sent quand même la passion et surtout la fierté, à juste titre, pour ces moments de partage, parce que dans un monde qui va toujours très vite, bon, c'était pas dit qu'il allait répondre à vos sollicitations. Donc, déjà, ça, c'est très, très bien. C'est ça. Dit ça, on touche à la fin de ce premier épisode de la nouvelle saison et on veut remercier nos premiers invités, Philippe et Paolo. Merci à vous. Avec cet éclairage sur Leonardo, un profil qui fascine toujours. Merci à vous pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Merci Cédric et merci Valentina. Merci beaucoup à vous. Donc, on rappelle juste le titre du livre, Leonardo, l'architecte du PSG sous QSI, aux éditions Marabout. C'est ça. Yep, disponible depuis le 22 septembre dans pas mal de points de vente. Et pour les podcasts, on souligne les podcasts tels quels. On se retrouve les mois prochains pour un nouvel épisode. Et entre-temps, n'hésitez pas à réagir, donner votre avis sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Et donc, comme on l'a dit au début, le format de Calcio Espresso qui évolue en cette deuxième saison va donc arriver bientôt sur Twitch pour des tables rondes mensuelles pour parler de la Serie A, mais aussi des autres championnats européens et des coupes européennes avec nos amis, que ce soit en France ou en Italie. On aura le plaisir, on espère, de vous retrouver aussi, Paolo et Philippe, pour parler football tous ensemble. Et puis, une fois par mois aussi, on se retrouvera sur Twitter, ou 2 fois par mois, on verra pour des Spaces en direct. Vous aurez bien sûr bientôt tout le calendrier sur les divers réseaux sociaux de Calcio Espresso. Sachant que la musique derrière nous, elle, n'a pas changé, c'est toujours Jane's Hit de Daybreak. D'ici là, vous pouvez écouter les catalogues de Calcio Espresso de la première saison sur notre site et les principales plateformes AudioWins, Spotify, Deezer, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Bon, merci Cédric. Merci Valentina et au mois prochain. Au mois prochain. Ciao, ciao. Ciao.